Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live, cette émission qui parle de l'actualité africaine avec des Africains. Où va Doumbia? Où va le général Doumbia? Où en sommes-nous en Guinée? Quel est le bilan de ces 3 dernières années? Le renversement d'Alpha Condé, tant applaudi par le peuple en 2021, a-t-il finalement répondu aux attentes de la Guinée, et notamment du peuple guinéen? On en parle aujourd'hui sur le plateau de Vox Live avec nos invités. Bienvenue à vous. Donc, je vous accueille, monsieur Bathily. Donc, vous êtes président, vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bienvenue à vous. Vous Bonjour. portez fièrement le drapeau du Sénégal. Bonjour. On continue avec vous, monsieur Émeric Toé-Nion. Donc, vous êtes journaliste. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Vox Live. Et on continue avec notre nouvel invité. Il s'appelle Wilfried Ekanga. Vous êtes militant du MRC, à savoir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Bienvenue Bonjour. à vous, c'est un Merci. plaisir. Merci Aujourd'hui, de l'invitation. nous allons ni au Cameroun, ni au Bénin, ni au Sénégal, mais où? Eh bien, en Guinée. On en parle dans un instant. Où va Doumbia? N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On les lit sur YouTube et à regarder, bien sûr, la chaîne et à venir éventuellement sur le plateau pour en discuter. On parle de tout sur le plateau, tout ce qui concerne l'Afrique. Alors, avant d'entamer le sujet, eh bien, on va commencer par parler de la CEDEAO. C'est très important. Le sommet de la CEDEAO a eu lieu la semaine dernière. Quelques jours après le sommet de l'AES, coïncidence? Surprise. Belle coïncidence en tout cas. Surprise, parce que on n'a pas senti passer quand même. Oui. À part que le discours final du président de la République du Sénégal, qui parle de réconciliation, et qu'on a nommé médiateur pour voir, il a déjà entamé des voyages lors de sa prise de pouvoir. Donc là, on attend de voir. Donc, Bien mais sûr. quand même, 2 sommets coïncidents. Coïncidence ou c'était calculé ou en tout cas c'était un bon calcul? Pour moi, c'était calculé, Ah, c'était calculé, ok, très de bien. mon point de vue. D'accord. Parce que le samedi, on a l'AES, le dimanche, on a la CEDEAO. Donc, C'est un peu surprise quand même, de mon point de vue. Wilfried Ekanga, alors qu'en pensez-vous? Coïncidence, belle coïncidence ou tout simplement pur hasard? Ce n'est pas un hasard du tout. Évidemment que c'était calculé pour donner de la résonance à un événement qu'on organise. Il est de bon ton de le fixer à la même date plus ou moins qu'un événement contraire. L'histoire des peuples, l'histoire des bras de fer politiques et géopolitiques a montré que la concordance des événements leur donne une actualité plus forte. Nous sommes des militants panafricains et on se souvient qu'en 1900, lors de la toute première conférence panafricaine qui avait été organisée à Londres par de grands militants issus des Amériques et des Caraïbes, William Dubois, Benito Sylvain, Henri Sylvester Williams, ça tombait pile au moment où les Occidentaux, dont cette population noire et qui se revendiquait africaine, voulaient s'émanciper, organisaient à Paris l'exposition universelle. Donc ils ont dit, eux, là-bas, les bourreaux, les impérialistes organisent leur exposition pour montrer leur magnificence à la face du monde. Nous, on va offrir une alternative et profiter de leur événement pour organiser chez nous le contre-événement. On va dire les Noirs, la population esclavagisée d'hier est tout autant magnifique et a la capacité d'organiser ses propres enjeux. Donc, évidemment, ce n'est pas un hasard du tout. L'événement de la CEDEAO s'est tenu le 7 juillet et l'événement de l'AES s'est tenu le 6. Et on a pu le voir dans cette logique de bras de fer que le sommet, la confédération qui est maintenant instituée de l'Alliance des États du Sahel, a eu plus de résonance. On en parle davantage que le fameux sommet de la CEDEAO et c'était l'objectif visé. C'est-à-dire c'était le but. Paris gagné. Oui, Paris gagné totalement. C'était le but visé. Montrer à la population africaine incrédule et montrer aux acteurs internationaux tout autant incrédules que les populations africaines aujourd'hui aspirent à ce qui est considéré par les bien-pensants de l'extérieur comme du putschisme, de l'antidémocratie, mais en tout cas les populations africaines aspirent à l'émancipation véritable, factuelle, dont on voit les réformes sur le terrain, quand bien même ceux qui sont actuellement à la tête de ces pays ne sont pas arrivés par la voie des urnes. Donc non, ce n'est pas une coïncidence du tout. Et d'ailleurs, M. Abdourahmane Tiani l'a dit lors du discours. Ils l'ont tous dit d'ailleurs que la Confédération des États du Sahel se veut une alternative, une bonne alternative à ces organisations sous-régionales qui
brillent par leur absence d'indépendance et qui ont, comment dire, qui agissent par une sorte de duplicité dans ce que nous voulons, c'est-à-dire il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas de... Ils agissent comme des agents inféodés à d'autres structures. Et donc l'Alliance des États du Sahel est une alternative. D'accord, une alternative et pas forcément en compétition avec la CEDEAO. Une alternative pour tous les peuples africains qui veulent l'émancipation réelle, parce que c'est acté au sein de l'AES que la CEDEAO, et c'est un argument que je soutiens totalement, n'est pas du tout une structure indépendante. Monsieur? Non, c'est fait sciemment. Et c'est à dessein pour casser un tout petit peu l'élan de la CEDEAO. Et moi, je le pense foncièrement. Vous pensez que c'était vraiment l'objectif de casser l'élan de la CEDEAO? Entièrement, entièrement. Il y a deux puissances en réalité qui se battent sur le continent. Il faut pouvoir le dire. Si de l'autre côté, on parle souveraineté, discours souverainiste, en réalité, c'est un courant, c'est une politique qui a été pensée et menée, dont la communication a été ficelée depuis très longtemps et qui est en train de se dérouler aujourd'hui en Afrique. Cette composante, cette expression de cette politique extérieure qu'on voit à travers l'AES. Et de l'autre côté, ce qu'on accuse d'être à la solde de l'Occident, la CEDEAO, qui également tente de se maintenir, de pouvoir en réalité rester à la page. Ce qui aujourd'hui, on le voit sur le terrain, est un tout petit peu difficile. Et il faut amener la population à comprendre qu'il y a deux puissances qui ne sont pas forcément africaines, qui sont en train de se battre sur le continent. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, géopolitique oblige. Il y a la Russie qui a envie de prendre le pays carré français. Il y a la France, avec ses alliés de l'OTAN, qui veut rester sur le continent parce qu'on sait que le continent est un des greniers mondial. Donc ça dit que si la France réussit à rester dans ce pays carré, mais ça dépendra aussi du peuple africain, parce qu'actuellement le peuple africain a choisi l'autonomie et l'aspect souverainiste. Donc la Russie, pour pouvoir s'imposer en Afrique, il est obligé de se brancher sur cette locomotive de souverainisme. Donc c'est pour cela qu'on sait que la Russie est derrière beaucoup de pays de l'AES. Avec des accords militaires, parce que là maintenant, la majeure partie des armes qui ont été fournies au Mali, au Burkina Faso... Oui, quoi qu'il en soit, ce n'est pas les seuls pays que la Russie, Russie est premier exportateur d'armes sur le continent africain. Mais là c'était intéressant. Pourquoi c'était intéressant? Guinée, parce que c'est le discours où les pays de l'AES ont sorti en première, disant que la France est là depuis 1960, même avant. Ils ne nous ont pas aidés à résoudre les problèmes djihadistes, alors que la Russie est prête à nous fournir en armes, en munitions, en instituteurs pour pouvoir nous aider dans cette dynamique-là. Donc c'est pour cela qu'on se dit qu'actuellement, la géopolitique mondiale se joue en Afrique. Wilfried Ekanga, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'à travers ces sommets, à travers ces deux instances, ces deux puissances étrangères qui s'affrontent? Oui, en tout cas, deux puissances étrangères s'affrontent. Par contre, dit comme ça, je préférais le formuler autrement. Du point de vue des peuples africains, il y a une structure qui obéit, qui accepte le diktat extérieur, et une structure qui veut définir elle-même les règles de sa coopération avec l'extérieur. Il y a l'AES qui dit, si la Russie, si l'offre géopolitique, économique, géostratégique de la Russie m'assure en même temps un gain certain, évidemment, je vais coopérer avec la Russie. Si l'offre que la France même, la puissance tutélaire d'hier, apporte, présente des avantages par rapport à ce que c'était autrefois, évidemment, je vais coopérer avec la France. Ils n'ont jamais dit qu'ils fermaient la porte aux pays occidentaux. Ils ne veulent pas la coopération impériale. Enfin, ils veulent la coopération, ils ne veulent pas l'inféodation impérialiste, c'est de ça qu'il est question. Du point de vue de l'AES, on parle de la mutualisation des moyens et de la défense réciproque. Pendant que la CEDEAO, elle, a brillé plutôt par sa célérité dans la volonté d'intervenir pour d'intervenir sur ordre d'autrui, sur un ordre venu de l'extérieur de nos frontières, la volonté d'intervenir militairement dans l'un de nos pays pour... Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO intervient dans un pays pour pouvoir restaurer la démocratie.
Encore que deux interventions peuvent avoir lieu, mais à des motivations différentes. Je veux dire, si un cannibale accède au pouvoir dans un État, Mali, Niger, je serais moi-même pour qu'on intervienne pour déloger un cannibale. Parce que manger de la chair humaine, ce n'est pas bien. Par contre, si une intervention... C'est une caricature. Oui, c'est une caricature, mais la comparaison en vaut la peine parce que, en parallèle, si une intervention est décidée cette fois pour déloger une personne qui a mis en place une structure comme l'Alliance des États du Sahel, dont on voit bien qu'elle concourt à l'émancipation de l'Afrique, ça reste une intervention, mais ce n'est pas parce que la précédente... Je ne pense plus qu'une intervention pour déloger un dirigeant de l'AES soit d'actualité. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la CEDEAO est intervenue pour déloger, pour restaurer la démocratie, et je dis, quand bien même une intervention antérieure aurait été saluée, ça ne signifie pas qu'automatiquement une intervention postérieure est tout autant à saluer. Tout dépend du contexte à un instant T. Des raisons, des objectifs, voilà, et donc justement, et c'est là qu'on voit la différence de perception des deux structures. Pour la CEDEAO, on est prêt à intervenir, à nous faire du mal et à tuer les nôtres pour les beaux yeux des puissances envers lesquelles nous sommes conformes, pendant que pour l'AES, il est désormais hors de question que les Africains se fassent la guerre parce que des entités externes l'ont décidé. C'est ces différences de vision-là que je préfère que nous mettions en exergue en disant il y a d'une part des Africains qui veulent définir par eux-mêmes comment ils vont s'auto-gérer, la fameuse autodétermination. Il y a justement de l'autre côté une entité, la CEDEAO, qui, même si elle ne le dit pas, même si elle fait semblant de ne pas le faire, qui a une facilité plus accrue à se faire du mal à elle-même parce que l'autre, qui ne lui demande jamais son avis pour ses réalités, mais parce que cet autre-là, avec grand A, lui a dit pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, vas-y, interviens en ton propre sein. Moi, je vais dire un petit peu quelque chose qui pourrait être, pour un petit peu faire revenir le débat. La CEDEAO a intervenu pas récemment en Sierra Leone. Quand Samuel Doe et Prince Johnson étaient en train de faire la guerre, c'est la CEDEAO qui a intervenu. Là, on a applaudi. Il s'agissait de pacifier une zone déjà conflictuelle. Non, ça dit que c'était la CEDEAO qui a intervenu, c'était des militaires sénégalais qui étaient partis, et ce n'était pas des gars de l'ONU. Oui. Donc ça dit que c'est eux qui se sont battus avec des Sierra-Léonais pour amener la paix. Donc ça dit que la difficulté qu'on a actuellement, c'est la perception que certains Africains ont au niveau de la CEDEAO. On est d'accord que la CEDEAO est obsolète. Il faut redynamiser les choses, je pense. Ouais. Le problème du Mali, tout le monde est d'accord que la CEDEAO ne devait pas attendre que la France intervienne pour pouvoir venir aider la CEDEAO, venir aider le Mali. Tout le monde, tous les membres de la CEDEAO étaient d'accord de ce côté-là. Et on prétend beaucoup que la CEDEAO a fait ceci, la CEDEAO a fait cela. Nous, ce qu'on n'est pas d'accord de la CEDEAO, c'est cet aspect d'attente. Mais la CEDEAO a fait de bonnes choses comme il a fait de mauvaises choses. Nous, ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est la refondation de ces textes. Parce que malheureusement, ces textes, la majeure partie de ces textes sont obsolètes et on attend toujours le mandat de l'ONU pour pouvoir intervenir. Maintenant, ce qu'on veut de la CEDEAO, c'est qu'il est capable intérieurement de prendre des décisions sans pour autant attendre des mandats de l'ONU. La difficulté de la CEDEAO, c'est que c'est les textes qu'il a actuellement, c'est des textes obsolètes. Donc maintenant, il faut travailler sur les textes pour pouvoir, parce que c'est une organisation sous-régionale. Vous savez, le sommet de la CEDEAO a commencé avec 2 heures de retard et pour moi c'est une très belle métaphore. Les dirigeants de la CEDEAO n'ont toujours pas compris que le train il a démarré. Les peuples africains ne veulent pas de la réforme de la CEDEAO comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye. Les peuples africains veulent la sortie de la CEDEAO. Il ne s'agit pas du fait que... Quand vous dites les peuples africains, c'est-à-dire quel peuple africain? Il n'a pas dit ça. Il a dit la refondation de la CEDEAO. Ce n'est pas de sortir. Le Sénégal a tout été clair. Excusez-moi, on va reprendre les choses, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Il dit que les peuples africains veulent... oui, la refondation. Oui, la jeunesse africaine, y compris... Veulent l'arrêt, la disparition de la CEDEAO. C'est une frange de la jeunesse africaine. Une frange non négligeable, une frange énorme. Elle réalise que les dirigeants sont en retard par rapport à l'actualité du monde, par rapport à la nécessité que l'Afrique présente actuellement pour son émergence. Il n'est plus question, comme l'a dit Diomaye Faye justement, de réformer ou de refonder la CEDEAO, de la débarrasser des clichés qui donnent l'impression qu'elle est à l'extérieur. Oui, il est question, justement, mais je dis, il se trompe, il est question de créer une structure, mais entièrement africaine, et au moins, l'AES est une structure qui, sous nos yeux... Donc, qu'est-ce que vous préconisez
écouter Monsieur Wilfried. Donc Diomaye Faye, donc il a dit, il a pris la parole, hein, il a fait un discours en disant comme quoi il fallait que les 3 pays de l'AES reviennent encore une fois ça n'arrivera jamais. Dans la CEDEAO, qu'il va falloir travailler ensemble, que tout le monde est important, que les peuples sont frères, etc., etc. Donc il a beaucoup parlé, donc il réitère finalement ses propos lorsqu'il a été au Mali, lorsqu'il a visité ces différents pays. Donc il y croit encore alors. Le discours le sujet de l'AES est revenu largement au niveau du 65e sommet de la CEDEAO. C'est normal. Bien sûr, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Mais il faut remarquer une chose. L'aspiration de la majorité de cette frange de la jeunesse concernant la direction que doit prendre la CEDEAO, c'est l'affranchissement total de tout ce qui est mais extérieur à l'Afrique, à l'espace CEDEAO. C'est ce que beaucoup attendent. Mais on a remarqué que les dirigeants de la CEDEAO qui sont réunis ne se sont pas arrêtés véritablement sur les réels problèmes. Ils ne se sont pas attardés sur les réels problèmes. Ils sont allés plutôt dans des récriminations. Ça se comprend, exactement. Mais après ça, il y a quelque chose de très important qu'il devrait avoir à l'œil, cette aspiration de la jeunesse. Est-ce qu'on a réfléchi à cela? Est-ce qu'on a pensé à cela? Diomaye Faye l'a porté et a en quelque sorte mis sur la table les directives que devraient, ou la direction que devraient prendre les autorités de la CEDEAO pour être en phase avec cette jeunesse. Et comment ça a été reçu? Déconstruire cette image qu'on a de la CEDEAO, d'une organisation qui est inféodée. Ceux qui font partie de la CEDEAO, ils en sont conscients, ils ne vivent pas sur notre planète, ils voient ce qui se passe. Mais la question qu'on te pose. Parce que quand on parle finalement on l'a dit, hein, que la CEDEAO a parlé du fait que si les pays de l'AES quittent, il va falloir prendre un visa, etc. etc. Donc on a parlé du côté pratique, du côté logistique, mais finalement, cette prise de conscience à savoir, attention, il y a le peuple nous parle, est-ce qu'on ne devrait pas revoir, est-ce qu'on devrait... Mais malheureusement, il y a un problème entre... Est-ce que les dirigeants ont souvent entendu le peuple? Il y a un problème, il y a un dossier depuis 4 ans, 5 ans, on parle de l'éco. La jeunesse africaine veut avoir sa propre monnaie. La CEDEAO a déjà commencé, ils ont mis un texte, etc. Ils ont nommé le comité ad hoc, etc. Depuis 4 ans, on n'a pas encore trouvé la monnaie qui nous avait dit éco. Oui. Deuxièmement, malheureusement, on parle de la CEDEAO, mais la majeure partie des pays africains, des pays de la sous-région qui sont membres de la CEDEAO sont déficitaires, ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Et on se trouve que la CEDEAO est fonctionnée par des fonds extérieurs de la Banque mondiale, entre autres, etc., etc. Donc ça dit que pour être indépendant d'abord, il faut que tu puisses être à jour de ta cotisation. C'est-à-dire financer déjà que les Africains eux-mêmes financent eux-mêmes leur organisation. Et deuxièmement, pour que la CEDEAO puisse fonctionner, il faut qu'on puisse savoir que quand on regarde la Côte d'Ivoire, le Nigeria, les 2 pays les plus peuplés, soi-disant, au niveau de la sous-région. Donc, ils ont quoi? Ils ont des présidents qui sont des âges qu'on appelle âges mûrs. Est-ce qu'ils représentent eux-mêmes leur population? Oui. C'est des questions qu'on te pose. Exactement, mais pour le coup, moi je veux revenir et on va finir avec ça, avec la prise de parole de Diomaye Faye. Comment finalement réagissent donc les différents membres de la CEDEAO quand Diomaye Faye dit qu'il faut absolument que les 3 pays reviennent, etc., qu'il faut qu'on soit ensemble? Comment réagissent les autres pays? Comment réagit le Bénin? Comment réagit la Côte d'Ivoire? Ils sont tous d'accord avec ce que dit Diomaye Faye dans la CEDEAO, et c'est pour ça que je dis que peut-être que j'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, je vais revenir dessus. Les 2 heures de retard par rapport au calendrier prévu illustrent fort bien le retard dans la lecture géopolitique qu'ont fait les dirigeants de la CEDEAO de la réalité africaine actuelle. Vous avez la militante gambienne des droits de l'homme, Madame Fatou Diagne Diop, qui a Diagne Senghor, qui a évoqué entre autres le fait que la rupture ou le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel ne serait pas irréversible. Elle n'a, une fois encore, rien compris. Vous voulez parler de son intervention sur les antennes
de RFI. Oui, entre autres, elle dit ce n'est pas irréversible. Si, c'est irréversible, je suis péremptoire dessus. Ils ne reviendront pas dans la CEDEAO. Vous avez Diomaye Faye qui dit que voilà, il faut justement, il l'a toujours dit d'ailleurs, il s'est présenté en médiateur, en facilitateur, mais il avait déjà pris parti. C'est la première fois qu'on voit facilitateur qui ne met pas les deux opinions sur la même échelle, qui, tout en étant facilitateur ou médiateur sur le papier, choisit son camp et dit à ceux qui sont partis aux dissidents, revenez dans notre escarcelle. Or, les deux arguments qui ont été évoqués tout à l'heure sont les principaux griefs que le peuple a en l'encontre de la CEDEAO. L'incapacité à se financer elle-même, évidemment, ça ne vous assure pas du tout une indépendance, c'est l'exact contraire. Et le fait que la France adoubait, la France pour la citer par exemple, adoubait énormément l'idée d'intervenir au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum, de la même manière que l'idée même de l'écho a été accompagnée par le tandem Ouattara-Emmanuel Macron. Ce sont des éléments qui font dire, enfin, qui me font dire que si nous observons une telle liesse quand M. Ibrahim Traoré se rend par exemple à Niamey, si on observe un tel engouement et un tel amour confronté à l'indifférence qu'on voit lors du sommet de la CEDEAO, un tel amour sur les enjeux de l'AES, c'est parce que la jeunesse africaine dit « les choses du passé sont révolues ». Nous aspirons aujourd'hui à une autonomie absolue. On ne veut pas il y a des bâtiments qu'on ne rénove pas, on les détruit et on en construit de nouveaux. Le rafistolage qu'on essaye de faire à l'intérieur de l'AES ne va aboutir sur rien. C'est pour ça que... De la CEDEAO. Sur la CEDEAO, pardon. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus ignorés par la jeunesse africaine. C'est pour ça que le sommet de la CEDEAO passe littéralement inaperçu alors qu'il a regroupé davantage de chefs d'État. Il y a une discordance entre les affirmations des dirigeants de ces pays-là et les aspirations de la jeunesse de leur population. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cassure. Il est temps, justement, qu'ils réajustent leur calendrier et que, contrairement au sommet qu'ils ont tenu, qu'ils se mettent à jour pour de bon de l'exigence de la jeunesse africaine actuelle. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont tenir dans les mois qui viennent, la CEDEAO, un sommet du futur. C'est très paradoxal parce qu'ils sont profondément embrigadés dans le passé. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Nous avons besoin que les peuples africains puissent avoir leur souveraineté totale, tout en travaillant avec des partenaires qui les respectent, surtout qui les respectent, pas des partenaires qui les regardent de manière condescendante. Donc finalement, l'AES a fait du bien à la CEDEAO parce qu'il y a eu une certaine prise de conscience. C'est normal, c'est normal. L'AES, mais il faut dire une chose, excusez-moi, il faut dire une chose, il faut que l'AES prennent véritablement la mesure des choses et regardent à comment la CEDEAO est en train de... Voilà, la direction que prend la CEDEAO. De bouger grâce à l'AES. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Si vous vous fixez des contributions, respectez ce que vous avez décidé de faire. C'est-à-dire, si un pays doit contribuer au fonctionnement de l'AES pour 10 milliards par an, que chaque pays puisse s'acquitter de sa cotisation pour que l'organisation fonctionne et ne soit pas obligé d'aller demander une aide extérieure pour le fonctionnement à l'interne. Que l'AES ne soit pas obligé d'aller demander à la Russie de contribuer à hauteur de 50% du fonctionnement de son organisation pour se voir après s'imposer des décisions. Parce que si on dit non, on veut garder notre souveraineté et on va demander à la Russie, par exemple, ou à l'Iran, ou à je ne sais quel pays, ou au Brésil, ou autre pays des BRICS, par exemple, de contribuer au fonctionnement de l'AES, on va retomber dans les mêmes travers. Vous pensez qu'ils n'en ont pas conscience de ça? En tout cas, on verra la suite des événements. L'avenir nous le dira. Pour moi, c'est intéressant l'analyse dans la mode de mon collègue. Pourquoi? Parce que l'AES a pris les insuffisances de la CEDEAO pour exister. C'est-à-dire que tout ce qui était coopération militaire, tout ce qui est de s'auto-gérer, de s'auto-aider, donc qui devait exister au niveau de la CEDEAO, c'est l'AES qui a fait la naissance de l'AES. Donc ça dit que... La CEDEAO a fait la naissance de l'AES, ça c'est important de le dire, exactement. Parce que l'AES est née en réaction... exactement, en réaction des insuffisances de la CEDEAO. Donc c'est pour là, pour moi, la refondation, pourquoi c'est intéressant, il y a ce que l'AES a, l'aspect militaire, l'aspect coopération, l'aspect confédération, parce qu'on appelle aux États-Unis d'Afrique. Donc si, sur le plan régional, on n'est pas en mesure de s'entendre,
je pense qu'il n'y aura jamais... Mais si l'AES est une version améliorée de la CEDEAO, donc on peut comprendre la dissolution ou la disparition. C'est-à-dire l'AES n'a pas réformé la CEDEAO pour être une répétition de la CEDEAO. Elle est venue combler les insuffisances de la CEDEAO et il faut que nous fassions attention au fait que ce n'est pas un organisme d'exclusion, l'Alliance des États du Sahel, bien au contraire. L'Alliance des États du Sahel est prête à accueillir tous les États actuels de la CEDEAO. Qui ne sont pas du Sahel? Oui, même ceux qui ne sont pas du Sahel. Évidemment, ils sont prêts à le faire à partir du moment où il y a une confirmation de l'émancipation réelle. C'est-à-dire l'AES ne s'est pas dit, déjà on est enclavé, on n'a pas d'ouverture sur la mer et on va être davantage enclavé. Ils ont dit, nous formons déjà, nous trois, une fédération réelle, on va même au-delà, une confédération. La confédération a ceci de particulier que c'est littéralement un pays en trois, un peu comme en Suisse, nous parlons de la Suisse, mais ils se font appeler Confédération helvétique. Et depuis ce qu'ils ont appelé le pacte fédéral de 1891, les cantons primordiaux, Schwyz, Unterwald et ainsi de suite se sont dit, Nidwald et Uri se sont dit, nous allons protéger les intérêts mutuels les uns des autres. Si on se fait y agresser, nous allons nous défendre mutuellement. Nous avons décidé d'être neutres, de ne pas intervenir et tout le monde doit épouser la même idéologie. Mais c'était pas l'objectif de la CEDEAO, ça, à la base, lors de la création. Mais il n'est pas pratique et en plus, il est inféodé financièrement à autrui. L'AES, justement, va tenter d'éviter le carcan pécunier, le carcan qui consiste à aller demander de l'argent à la Russie. Et quand bien même elle le ferait, on observe que la Russie ou la Chine ont moins d'obsession de l'identité de l'organisme politique au pouvoir que la mentalité coloniale occidentale où on veut décider de l'individu même qui est à la tête. Ça, c'est un piège. Mais il y a encore. Ça, c'est le piège. Non, ça, c'est un piège. Attention, ça, c'est un gros piège. J'ai précisé que d'entrée de jeu, il ne faudrait même pas que l'AES aille tendre la main à Moscou, c'est-à-dire s'y a évité. J'étais en train de dire dans un univers parallèle où cela serait même possible, on noterait moins de velléité d'interventionnisme politique, économique et géoéconomique certains, mais politique. Au vu de l'histoire. Parce que moi, la beaucoup question moins à poser, parce que c'est une question de doctrine géopolitique. La question à poser, les mines que on a trouvées à Wagner au niveau du Mali et les désengagements de la France au niveau de l'uranium, qu'on dit ils vont à l'Iran ou à la Russie. Maintenant, donc, ça dit que la Russie ne va pas venir vous appuyer gentiment en vous disant que, oui, moi j'ai besoin de rien. Non, c'est normal, on ne fait rien pour rien, ça n'existe pas en géopolitique. C'est ça le danger. Le danger, c'est quoi? Le danger, vous n'allez pas chez le vendeur, vous avez un biscuit. C'est ce qu'on tente de faire croire à la plupart des Africains. Que la Russie est un partenaire gentil qui vient. Non, c'est ce qu'on tente. Écoutez bien les discours qu'on je suis d'accord avec vous. Je dis pas du tout. Ils ne sont pas gentils. C'est de la coopération et le plus malin essaye de tirer son épingle du jeu. Le problème, c'est que cette jeunesse africaine pense que, vu les discours qu'elle entend, que non, la Russie c'est un partenaire vertueux qui n'a colonisé personne, altruiste. Alors que, écoutez-moi très bien, alors que cette situation orchestrée aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, les soulèvements pour les drapeaux russes qui circulent partout, ça a été préparé depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on voit un plan qui s'est exécuté tranquillement dans la sous-région. Et je dis, c'est pas mauvais que nous, peuple africains, nous voulions notre souveraineté. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais il faut qu'on fasse très attention dans la démarche. Et c'est ça, moi, ce que je soutiens. Il faut que les peuples de l'AES fassent très attention. Qu'on n'aille pas sur un terrain où on enlève le biberon à 1 mètre ou le fouet à 1 mètre pour le donner à quand on parle de souveraineté, on parle de vraie souveraineté. Ça Tonko l'avait bien dit, bien cité en France 24, pour dire que le Sénégal ne va pas quitter la France pour aller émotionnellement vers la Russie. Donc elle fait quoi finalement le Sénégal? Le Sénégal, nous on est clair. Nous ce qu'on veut, c'est un discours de gagnant-gagnant. C'est ce qu'apparemment, c'est ce que dit l'AES aussi. Non, l'AES a connu la Russie après le Sénégal. Les premiers partenaires de la Russie en Afrique, c'est le Sénégal et l'Afrique du Sud. Donc, mais ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est si la France nous offre quelque chose où le peuple sénégalais se voit égal,
on prend. Si la Russie nous propose la même chose, parce que l'avantage du Sénégal, la majeure partie, il y a des officiers sénégalais qui sont formés en Russie. Il y a des informaticiens, des techniciens qui sont formés à la Russie. Comme ils sont formés aux États-Unis, comme ils sont formés... Mais est-ce que l'AES dit le contraire? Justement, l'AES ne dit pas le contraire. Vous avez écouté il y a quelque temps l'activiste Kémy Séba qui a précisé que dans l'éventualité où la Russie adoptera le même comportement que la France, l'animosité avec la Russie serait la même. On aspire à une coopération où nous savons que celui qui vient intervenir, enfin qui vient nous rendre service, va demander une contrepartie. C'est d'ailleurs la règle. Comme je le disais tout à l'heure, vous n'entrez pas dans un supermarché, vous prenez un yaourt et vous ne laissez aucun billet, aucune pièce derrière vous. Non, vous prenez votre yaourt et vous payez. Donc quand la Russie vient exécuter, je sais pas, vos demandes, quand elle vient vous rendre service entre guillemets, forcément vous allez devoir céder quelque chose. Maintenant, ce n'est pas à la Russie d'être gentille avec l'AES. Si à l'AES de déterminer les clauses de la coopération, de ne pas accepter qu'il y ait, comment dire, un assujettissement économique de l'ordre de, comme on le voit avec les coopérations actuelles, 58%, 60%, et l'État local n'a que la majorité, enfin, est en minorité, parce que lors de la prise des décisions, ça vaut des avantages. Il y a d'ailleurs un exemple très intéressant au Sénégal avec le saoudien Aqua Power pour le dessalement de l'eau de mer, où le premier ministre, le ministre de l'eau du Sénégal, M. Tidiane Dièye, a dit le président Bassirou Diomaye Faye annonce à l'Arabie Saoudite que l'accord ne sera pas reconduit parce que les clauses présentées ne nous avantagent pas. Vous dites que c'est 400 000 mètres cubes d'eau par jour, mais la population sénégalaise croît rapidement, donc dans 2-3 ans, les besoins seront bien en deçà de la population, donc ça ne nous arrange pas, et en plus, si assez faramine... On doit payer 20 à 40 milliards. Exactement, si assez faramine, donc voilà, 20 à 40 milliards de francs CFA, ça ne nous arrange pas, et donc on va essayer de renégocier avec de nouveaux partenaires. C'est ce que font, c'est ce qu'entendent faire les dirigeants de l'AES, aussi bien avec la Russie, avec la France, et j'appelle cela des critères de convergence. C'est des éléments sur lesquels l'AES, le Sénégal, peuvent se retrouver, et moi je recommanderais à Diomaye Faye d'analyser les points de convergence et de ne pas se dire par la suite que est-ce qu'il ne serait pas avantageux, en plus de ces points de convergence, de bénéficier de la libre circulation déjà en cours dans la CEDEAO, mais désormais avec les États de l'AES dans une structure qui a été créée par les Africains. Dernier point, ensuite on passe à la deuxième partie de cette émission. Est-ce qu'on peut faire partie à la fois de l'AES et de la CEDEAO? Non. Non, normalement, oui. On peut dire que, comme que mon collègue tout à l'heure prenait l'exemple de la Suisse. On peut profiter du libre-échange, de la libre circulation. C'est pour là que je parle de la Suisse. La Suisse est une confédération et membre associé de l'Union européenne. Je pense que cela dépend des textes de l'AES. Si les textes de l'AES le permettent, c'est possible. Et Wilfried? Alors, est-ce que la CEDEAO peut coopérer avec l'AES? Oui, c'est possible. Est-ce qu'ils peuvent avoir des logiques de travail mutuelles pour des buts ponctuels ou pour des buts précis? Oui. Est-ce qu'on peut faire partie de la CEDEAO? Est-ce que le Sénégal peut être à la fois dans la CEDEAO et dans l'AES, par exemple? Non, pas du tout. Le Sénégal peut coopérer à l'intérieur de la CEDEAO avec l'AES. Ce serait d'ailleurs le moindre mal. Dans l'un de ces rares moments de lucidité, sur le discours, Bassirou Diomaye Faye dit que si, à échéance courte, la rupture est actée, nous allons l'accepter avec les conséquences que ça entraîne. Donc c'est une façon de dire, les conséquences peuvent être évidemment positives également. C'est-à-dire, si nous nous rendons compte que l'AES a définitivement claqué la porte, nous allons voir comment on peut coexister. Faire partie des deux ensemble, non. Et ce n'est pas vraiment comparé avec la Suisse, parce que la Suisse, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de ce que j'ai l'habitude d'appeler, de ce qu'ils appellent d'ailleurs là-bas, si un pays germanophone, la Wertegemeinschaft, la communauté des valeurs. On n'est pas juridiquement à l'intérieur de l'Union européenne, mais idéologiquement, historiquement, on partage plus ou moins la même vision du monde. Et on n'est pas divisé par une crainte de l'un d'entre nous d'être le suppôt d'une puissance externe qui viendrait y déstabiliser. Donc c'est plus facile ici par rapport au contexte africain où les dirigeants de l'AES auraient en leur sein des membres de la CEDEAO dans lesquels les clauses ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment sur l'intervention extérieure. Parce que le point focal du désamour définitif sur la question de la CEDEAO vient du Niger, de la question Mohamed Bazoum. Très bien, on va conclure sur ce point-là, en tout cas, sur des suppositions. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Courte pause et puis on revient.
Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité avec nos invités. On continue avec cette deuxième partie où on s'intéresse à la Guinée. La question, où va le général Doumbouya? Et oui, c'est la question qu'on se pose. Donc moi, ce que je vous propose pour vraiment parler de ce sujet, c'est un petit magnéto et puis on revient. Allez, c'est parti, on regarde et on revient. Alors que la transition militaire tire officiellement à sa fin en Guinée, des manœuvres sont en cours pour procéder à une éventuelle prorogation. Une prorogation qui est loin de faire l'unanimité. Après les partis politiques de l'opposition, c'est au tour des organisations de la société civile de monter au créneau pour dénoncer toute tentative de prolongation de la transition militaire. Le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, entend tout mettre en œuvre pour s'opposer à une prolongation de la durée de la transition. Le FNDC, qui rassemble plusieurs partis politiques, des acteurs de la société civile et des syndicats, était face à la presse guinéenne. Son responsable des opérations et porte-parole a décliné les actions qui seront mises en place pour s'opposer à une prolongation de la transition militaire. Au nom du FNDC, que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement ou de prolongation de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, sur toute l'étendue du territoire national. Le FNDC lance une consultation ouverte avec les forces vives de la nation, sans exception, les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, les organisations de presse, les journalistes, les citoyens engagés, pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route aux sirènes prorogationnistes de cette transition. Depuis le début de la transition militaire, les responsables du FNDC ont déjà été arrêtés pour avoir organisé des manifestations interdites et critiqué les dirigeants de la transition. Le Front national pour la défense de la Constitution compte sur la bonne foi du président Mamadi Doumbouya pour respecter son engagement de restituer le pouvoir aux civils le 31 décembre 2024. Le président de la transition a l'occasion de rassurer les Guinéens en ayant le courage et l'audace de dialoguer avec les forces vives de la nation pour qu'ensemble nous puissions sauver la transition en cours. Le dialogue est l'arme des plus forts. Il permet d'entretenir la paix et la cohésion sociale. Il permet également d'obtenir des solutions et des perspectives qu'on ne peut obtenir dans l'unilatéralisme, la force, le mépris, l'arrogance et l'exclusion. Si la fin de la transition est prévue pour le mois de décembre prochain, la Guinée accuse un gros retard dans la mise en œuvre du chronogramme de transition. Jusqu'ici, un référendum constitutionnel n'a pas encore été organisé pour adopter la nouvelle constitution. Il n'existe pas de commission électorale indépendante, encore moins de nouveau code électoral. Un ensemble de faits qui pourraient justifier, selon le Premier ministre Amadou Ba Ouri, la prolongation de la transition militaire. Une situation qui pourrait plonger le pays dans une nouvelle crise politique. Voilà, de retour sur le plateau de Vox Live, les choses sont posées, le magnéto est très clair et très explicite. Ça chauffe en Guinée. Des élections, en principe, au 31 décembre, le pouvoir devait être restitué au peuple. Possible, pas possible? Vous en pensez quoi? Apparemment, la FNDC, donc, qui est en train de se mobiliser pour récupérer le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais prendre la parole. Bon. Alors, le général Doumbouya est arrivé comme un homme salvateur, un sauveur du peuple. Il a été applaudi par une grande majorité de la population guinéenne. Aujourd'hui, on voit une cote de popularité en nette baisse. Il n'est plus en phase du tout avec cette société civile qu'il avait applaudi parce qu'il avait mis fin au règne en quelque sorte despotique de Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est la désillusion totale. La désillusion totale.
Et ce peuple est en train, cette société civile est en train de se dire comment on fait pour arrêter net Doumbouya dans son élan. Ça va être plutôt compliqué pour quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Et je le disais tout à l'heure en off, c'est ça le problème de beaucoup de sociétés civiles qui applaudissent les putschs. Donc on rappelle, il y a une charte de la transition qui a été signée notamment par le président Doumbia, donc indiquant comme quoi effectivement donc il y avait un, il ne se présenterait pas, et deux, il y avait restitution du pouvoir quand les choses seraient entre guillemets mises à plat. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de date apparemment très précise. Et aujourd'hui, on insiste pour que le pouvoir soit restitué. Mais il y a la prise de parole du Premier ministre qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir remettre le pouvoir. Il faut un fichier électoral, il faut les fichiers d'état civil pour pouvoir faire des élections transparentes et dans des bonnes conditions, et que finalement le président soit élu de façon démocratique. La question, est-ce que il y a eu des élections en Guinée ou pas? Il y a déjà eu plusieurs élections en Guinée. Mais en fait, ils disent qu'ils ne veulent pas retomber dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un fichier d'état civil pour avoir un fichier électoral correct, pour ensuite organiser donc référendum, élection présidentielle. Donc, ça dit que déjà, si on revient pas en arrière, le problème a été dû parce qu'on a dit Séli a gagné les élections et Alpha n'a pas voulu accepter les résultats. Donc, ça veut dire qu'en Guinée, il y a bien un fichier électoral. Bien sûr, personne n'a dit le contraire. Donc, ça dit qu'il y a bien un fichier électoral. Pourquoi de ne pas organiser les élections avec le fichier existant? Le fichier existant ou de l'améliorer. Donc, ça dit que c'est toujours, on peut dire, c'est l'alibi ou le pourtour que nos dirigeants africains utilisent souvent au Sénégal, en Guinée et ailleurs pour pouvoir un peu pousser les élections. Doumbouya, la question qu'on te pose, il y a beaucoup de no-dits. Le no-dit, c'est quoi? Pendant sa prise de pouvoir, il y a eu des morts. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui sont morts, où ils sont morts. On ne sait pas. Donc, on était content de voir Alpha partir, nous, Sénégalais, parce qu'on était un peu en difficulté avec Alpha. Parce qu'il y a eu beaucoup de qui, malgré que c'est le Sénégal, par histoire, qui l'a aidé, parce que quand il y a eu Alpha Condé, qui avait besoin de prendre le pouvoir, il y avait Lassana Condé qui était là, qui voulait un petit peu l'assassiner. Il s'est refusé au niveau de l'ambassade du Sénégal. Donc c'est l'ambassade du Sénégal qui l'a fait venir au Sénégal et l'aider, l'accompagner. Donc ça dit qu'il y a un lien fort avec la Guinée. Donc le général, on se pose la question, c'est d'avoir son orientation. Quand il est venu, il a mis beaucoup de contrats en révision, parce que disant que ce n'était pas l'intérêt de la Guinée, on est d'accord, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour d'informations positives. Il y a eu des journalistes maintenant qui sont emprisonnés, il y a des radios et des télévisions qui sont fermées. Pour quelqu'un qui te revendique, quelqu'un qui doit ramener à la démocratie en Guinée, c'est des questions qu'on te pose. Très bien. Oui, tout à fait. Mamadi Doumbouya, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Si on doit dresser le bilan, si on demande à un Guinéen, il dira que bon, enfin je ne sais pas, je ne vais pas mettre à la place des Guinéens, mais nous, de l'extérieur, on a l'impression que tout ce qu'il y a à dire sur Doumbouya, c'est que il s'est auto-promu au grade de général. Il n'organisera pas des élections, ça aussi je peux vous l'affirmer. C'est la même gymnastique qu'on voit ailleurs en Afrique. Donc c'est pas justifié le fait de dire qu'il faut des fichiers d'état civil, des fichiers électoraux, en fait, pour avoir de vraies élections transparentes. Disons qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait travaillé, d'où la question d'ailleurs qui est posée tout à l'heure où on demande est-ce qu'il n'y a pas eu des élections avant ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas peaufiner les fichiers électoraux qui étaient disponibles lors des élections précédentes? Ou est-ce que depuis 3 ans qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il n'a pas travaillé justement à mettre sur pied un fichier électoral qui aurait permis que les élections se tiennent à échéance prévue? C'est ce type d'attitude qui rend ambiguë la question du putsch en Afrique. Moi, je considère la question africaine au cas par cas. C'est-à-dire, j'aime bien l'idéal démocratique, mais je ne suis pas idéologue, c'est-à-dire je ne suis pas partisan du tout démocratique. Je considère qu'un président élu peut très bien faire du mal à son peuple. On l'a vu avec Macky Sall qui a enfermé ceux qui sont actuellement au pouvoir, et qu'un président putschiste, à l'image de Sankara, peut tout autant apporter la prospérité à son peuple. Et je dis, ce qui peut donner du grain à moudre, ce qui peut donner de la force à un président qui est arrivé au pouvoir par coup d'État, c'est s'il peut présenter un bilan économique conséquent, parce que les peuples aspirent à un niveau de vie agréable. Est-ce que sur le plan du chômage, les Guinéens se portent bien? La Guinée est un pays
très riche en termes de ressources. C'est le deuxième gisement de bauxite mondial après l'Australie, mais le produit intérieur brut de la Guinée, il est très faible. Il est d'environ 22 milliards de dollars pour 13 millions d'habitants. C'est moins de 1500 dollars par an par habitant. C'est absolument ridicule. Pourtant, ils ont énormément de gisements. Le premier exportateur de bauxite en Chine, la Chine, qui est un grand consommateur mondial de matières premières actuellement et qui a épuisé ses gisements, elle importe la moitié de sa consommation de bauxite de la Guinée. Mais sur la question des partenariats, par exemple, que vous évoquiez à raison, on voit bien que malgré les beaux discours, on n'a pas l'impression que grand-chose a changé. La compagnie des mines de Bokeh est détenue à 58, presque 60% par un consortium issu de la France, de la Chine, de Singapour, et l'État est encore minoritaire. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la prise de parole du Premier ministre, M. Bahouri, qui expliquait de façon très pédagogue comment la Guinée mettait en œuvre tout le nécessaire pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait ce dialogue national, pour que les choses soient mises à plat, pour pouvoir en faire en sorte qu'on ait une Guinée apaisée. Vous y croyez pas? Ce que je veux dire, c'est que avant la question électorale, si vous donnez la prospérité au peuple, vous verrez le Qatar, Singapour, l'Arabie Saoudite ou même les couronnes de Scandinavie, vous allez vous rendre compte que les peuples là-bas ne remettent pas en question leur couronne, quand bien même elles seraient là uniquement à titre symbolique. Mais justement, elles coûtent de l'argent à la République. Mais elles ne sont pas remises en question parce que sur d'autres secteurs, les peuples ont une prospérité relative. C'est ce sur quoi mise, par exemple, pour nous, avec le sujet qu'on avait tout à l'heure, les dirigeants de l'AES qui veulent surfer sur le fait que nous apportons la défense africaine à nos peuples, nous apportons sur le long terme une sécurité économique et à partir de là, nous ne voulons pas que vous nous parliez de démocratie. Mais dès l'instant où ces mécanismes ne sont pas visibles, on voit bien qu'avec Doumbouya, il n'y a même pas l'idée de rejoindre l'Alliance des États du Sahel et on se demande pourquoi. Évidemment, son bilan familial tel qu'il est, pose la question fort légitimement. Mais vous l'expliquez comment pour cela? Parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que Doumbouya rejoindrait... oui, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'idéologie derrière, ça veut dire que lui, il a fait le coup d'État pour le coup d'État, et ça, je le condamne, c'est totalement absurde. Il faut présenter quelque chose, c'est bien beau d'avoir chassé Alpha Condé, c'est bien beau d'avoir dit il n'obéit pas à l'idéal démocratique, il piétine le peuple guinéen, mais si par la suite on fait pareil, sans présenter en guise d'alternative des points positifs sur le plan sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, ou même sur le plan de la défense mutuelle africaine, dans les paradigmes internationaux, parce que lui, c'est vide sur toutes les cases. Et à partir de là, on a en face de soi quelqu'un qui a donc voulu prendre le pouvoir pour le tapis rouge et voilà, les parures du pouvoir. Ça, c'est absolument condamnable, c'est incompréhensible. Non. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Alors, Doumbouya fait partie de ceux qui ont soutenu les putschistes de l'Afrique de l'Ouest, à savoir les putschistes de l'AES. Oui. Quand les sanctions sont tombées, il fait partie de ceux qui ont dit « Moi, je ne respecte pas les sanctions », étant lui-même déjà, son pays étant déjà sous sanction à l'époque. S'il n'est pas rentré dans l'AES, il a ses raisons peut-être sur le plan des frontières, n'étant peut-être pas directement du Sahel. Une opacité dans l'explication de sa part. En réalité, le même problème se pose au niveau de l'AES, au niveau de la Guinée. C'est un problème de militaires qui ont pris le pouvoir et qui ne veulent pas organiser des élections, qui disent tout le temps, on n'a pas de fichier électoral, on n'a pas la sécurité pour pouvoir organiser les élections. Écoutez, pas... Dans d'autres pays, dans certains pays de l'AES, on a organisé des référendums malgré le fait que on n'a pas la sécurité. Comment dis-je, en Guinée, il y a eu des élections avant le coup d'État. Oui, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas réactualiser le fichier électoral en 2-3 mois. On a eu des pays qui ont travaillé à cela, qui ont mobilisé la population pour se faire enrôler, pour se faire enregistrer, et on a eu un fichier électoral qui tient la route et on est allé aux élections. En Guinée, on n'a même pas respecté le calendrier qu'on s'est fixé pour un retour à l'ordre démocratique. Donc, déjà, comme on dit, en rebondissant dans cela, c'est le paradoxe guinéen. Le paradoxe guinéen, c'est quoi? Quelqu'un qui vient au pouvoir et il promet aux populations, je vais rester maximum 2 ans pour pouvoir changer les choses, parce que la personne qui était là, c'était un tyran, et cette personne-là, c'est lui-même qui est allé venir te chercher en France pour pouvoir te mettre
au niveau des forces spéciales. Ok. Et aujourd'hui, c'est pas son premier gouvernement. C'est le deuxième, voire le troisième. Vers le troisième. Donc ça dit que pour moi, il avait largement le temps de faire les choses. Il avait appelé au départ le dialogue. Et tous les partis politiques étaient venus le voir. À Sekouba, quand il a organisé le dialogue à Sekouba, tout le monde était venu voir à Sekouba pour pouvoir partenaire. Mais pourquoi aujourd'hui la majeure partie des opposants sont en exil à Dakar ou en Côte d'Ivoire? Parce que beaucoup, c'est le Diallo, ce qui lui est arrivé. Soi-disant, il y a une maison qu'il vivait là quand il était Premier ministre, et que cette maison-là, soi-disant, appartient à l'État. Et il est à l'extérieur du pays, mais il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui. Et quoi, il est censé rentrer en Guinée dans pas longtemps. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Non, parce qu'il ne pouvait pas rentrer, parce que déjà, il y a la Cour des finances et des répressions des faux qui vous demande de venir vous présenter pour justifier vos recherches. Macky Sall l'a fait avec Karim Wade. Donc c'est sûr et certain Karim Wade il aura du mal à venir au Sénégal. Ça sera de même comme dialogue de revenir en Guinée. Et c'est là le problème avec Mamadi Doumbouya. Pour ma part, je persiste et je le souligne que si vous voulez que votre putsch soit légitime ou accepté, présentez des résultats pratiques qui vont nourrir votre argumentaire. Aujourd'hui, en Afrique, l'une des personnalités les plus célébrées, c'est Thomas Sankara. Ce n'est pas le taux démocratique qui obsède les Africains. Au contraire, quand on parle de Sankara, on parle de ses réalisations sur le faible intervalle de 83 à 87. Et on s'imagine ce que ça aurait donné s'il avait fait 10 ans, 15 ans à la tête du Burkina Faso. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec ce qu'on appelle en Asie du Sud-Est les dictatures bienveillantes, comme Singapour par exemple, ou des familles royales après la séparation en 65. Monsieur le Premier ministre Lee Kuan Yew a tenu le pouvoir jusque dans les années 90, pendant 30 ans. Et son fils, qui a pris le pouvoir actuellement, a démissionné il y a quelque temps, Lee Hsien Loong. Il a passé une quinzaine d'années. Singapour est aujourd'hui le PIB par habitant le plus élevé de la planète, avec le Qatar et le Luxembourg. Et donc là-bas, la question de la pérennité des autorités au pouvoir se pose moins. Parce que quand le citoyen a un emploi, quand il a de quoi se soigner, quand il a, les loisirs, quand il a la possibilité de se déployer, d'exercer son art, son métier, il est accompli. Donc si Doumbouya, en Guinée-Conakry, avait présenté aux Guinéens en 2 ans une avancée sur la question de la bauxite, une avancée sur la question de l'AES, ou au mieux s'il s'était expliqué sur les raisons pour lesquelles, tout en ayant soutenu, tout en ayant condamné les sanctions sur l'AES, s'il avait pu expliquer pourquoi lui non plus ne rejoignait pas exactement. Il n'y a rien de tangible. Et c'est pour ça que la population aujourd'hui, n'ayant aucune raison de le voir se maintenir, se demande, mais veux-tu être à la tête de la Guinée-Conakry pour les avantages du pouvoir? As-tu oublié que le pouvoir est aussi un devoir et que si tu es là, si nous t'avons accordé cette légitimité-là de nous diriger, c'est parce qu'on compte sur toi pour que tu réalises des choses. En tout cas, le 31 décembre, nous n'y sommes pas encore. Non, il reste encore... non, il ne partira pas. Il reste encore quelques mois. Le bénéfice du doute, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs. Il peut partir sous l'influence et la détermination du peuple. Absolument populaire, coup d'État, mais volonté propre, non. Mais c'est vrai que sa réputation, elle est très entachée. Notamment, on peut quand même parler de l'ex numéro 2, donc Monsieur Koulibaly, Saada Koulibaly, qui a été retrouvé mort. Hein, pourtant, il condamnait la mise en exil de Monsieur Sekouba Konaté, de Monsieur Dadis Kamara, et ainsi de suite. Donc, il reproduit ce qu'il a condamné avant. Et c'est pour ça que ça entache et ça rend sa tâche encore plus difficile. On peut dire qu'il y a quelque chose de positif. Il y a eu le procès du 29 septembre. Oui, plus ou moins. Je dirais la comédie du 29 septembre. Alors, en tout cas, le Premier ministre, encore une fois, je rappelle, il a pris acte des revendications, notamment de l'opposition. Donc, il est pour un dialogue national. Il est pour la mise en place, donc, ces fichiers nécessaires pour mettre en place des élections. Il est aussi pour le respect des deadlines. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, wet end, NC.
Exactement. Maintenant, en tout cas, au niveau des relations internationales, ça semble aller plutôt bien avec, entre la Guinée et notamment la France. Donc, il y a eu une rencontre avec... il y a eu une rencontre avec les affaires étrangères. Il y a eu une rencontre aussi avec la Russie. Donc, la Guinée a rencontré... Donc, il y a eu, comment il s'appelle, monsieur... Sergueï Lavrov. Exactement. Sergueï Lavrov qui a rencontré son homologue Kouyaté et le président de la transition en Guinée encore tout récemment pour discuter de la coopération militaire, entre autres. Mais la Guinée n'a été suspendue qu'au niveau de la CEDEAO. Mais tous les instances ailleurs reconnaissent la Guinée. Donc ça veut dire que ça peut nous poser des questions. On voit qu'ils ont le même profil que les États de l'AES. Et eux, ils ont été exclus de toutes les organisations et que la Guinée, on l'a maintenu. Finalement. Ce qui ajoute de l'ambiguïté, il y a un problème qui est déjà énorme. On aurait pu se dire qu'avec la Guinée-Conakry, qui a par exemple sa propre monnaie, une idée de Sékou Touré depuis les années 58, ça aurait été une possibilité pour Doumbouya d'apporter un plus à ce que fabrique l'AES aujourd'hui en disant « J'ai prouvé, malgré tout ce qu'on dit des Africains sur leur incapacité à gérer la monnaie, je ne suis pas certes une économie ultra développée, mais vous non plus, qui êtes sous le franc CFA, on est littéralement au même niveau. Donc, je peux vous montrer comment ça se passe, comment on gère une monnaie. Il vaut mieux être pauvre, c'est Sékou Touré qui le dit d'ailleurs, dans l'autonomie qu'être riche dans l'assujettissement. Et donc, à partir de là, ma pierre apportée à l'édifice de l'AES, ça aurait été un élément concret. Il faut définir exactement le contenu des échanges qu'il y a eu. On attend, enfin, il pêche par la carence absolue de mesures concrètes. Monsieur Mamadi Doumbouya, et c'est pour ça que j'ai embrayé sur le volet de la monnaie en disant s'il avait par exemple opéré sur un mécanisme déjà présent qui fait la particularité de son pays en zone francophone en disant au Burkina, au Niger, au Mali, regardez, je suis capable, enfin nous les Africains, on est capable d'avoir notre monnaie propre sans que le pays ne s'effondre, même si ça ne va pas très bien, étant donné que ça ne va pas très bien chez vous non plus, il vaut mieux que ça n'aille pas bien dans la liberté. Donc ça non plus, il ne l'a pas fait. À croire qu'il n'y a même pas pensé, occupé qu'il était à museler les oppositions et à opérer la gymnastique lui permettant de se maintenir au-delà du 31 décembre. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au 31, donc on verra ça, on refera cette émission après le 1er janvier 2025. En tout cas, il y tient sa place dans la CEDEAO. La Guinée est dans la CEDEAO. Il semble vouloir rester dans la CEDEAO. Il est intelligent pour vous, pour d'autres, il serait peut-être... Il est intelligent de vouloir rester dans la CEDEAO parce qu'il sait que la CEDEAO, il y a un intérêt pour la Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Guinée gagne à rejoindre forcément l'AES, à s'isoler de encore plus qu'elle ne l'était? Non, les Guinéens aspirent à continuer à coopérer avec les autres États de la CEDEAO et moi je pense que la Guinée n'a pas d'intérêt à aller dans l'AES, en tout cas pas tout de suite. Parce qu'aussi, il faut aussi dire autre chose. La Guinée a une des populations les plus analphabètes au niveau de la CEDEAO. Donc ça dit que la majeure partie des cadres, la Guinée a besoin déjà de la CEDEAO pour avantage utiliser la CEDEAO pour ses échanges, pour aussi davantage avoir un certain positionnement géographique au niveau de la CEDEAO lui donne. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont plus de visibilité que la Guinée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on pose la question parce que c'est flou. C'est-à-dire que où va Doumbouya, finalement, même son peuple ne le sait pas. Lui-même, est-ce que lui-même le sait? C'est une question qu'on pose. Ne le sait pas. Et d'ailleurs, je ne dirais pas de manière péremptoire qu'il a tout intérêt à rester dans la CEDEAO. À l'intérieur de l'AES, il est assuré en cas d'attaque extérieure de la protection des 3, parce qu'il serait désormais 4. On n'est pas isolé, il y a 4. À l'intérieur de la CEDEAO, il court le risque de ne plus être en odeur de sainteté auprès de ses pairs, qui, comme dans le cas du Niger, approuveraient totalement l'idée du... Autrement dit, ce que vous exposez là, ça veut dire que les forces militaires de l'AES seront mises en place pour protéger les dirigeants de l'AES, un point très, pas forcément le peuple. Non, je parle simplement des textes qui portent création de la charte du Liptako Gourma, de la charte des États de l'AES. Il s'agit d'empêcher une intervention extérieure dans notre pays, ou dans nos pays, pour quelque motif que ce soit.
C'est de ça qu'il est question. D'accord, donc d'un côté, vaut mieux qu'il reste dans la CEDEAO, de l'autre côté, pour lui. éventuellement... Je ne dis pas que c'est une bonne idée qu'il reste aux azimuts, j'ai dit pour lui, ce serait pas si désavantageux que ça. De rejoindre l'AES. Très bien, en tout cas, on va terminer sur ces mots-là, mesdames et messieurs. Vous étiez sur Vox Africa pour votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Où va Doumbia? Bonne question, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt et merci à tous les invités de cette émission. Bye bye.